Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 17 octobre 2025, épisode 457. Au programme, une filiale d'American Airlines, Envoy Air, a une fuite de données due à Oracle e-Business Suite. Europol, démantèlement d'un réseau international de Simbox. Apache ActiveMQ, une vulnérabilité critique sous la CVE 2025-54539. TikTok, une campagne PowerShell diffusant un aura stealer, accès incroyable. Zendesk, un détournement massif des workflows de support, d'après Brian Krebs. Affaire Bridge Forums, entre défis techniques et dérives judiciaires et excuses de petits garçons. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources dans la description de l'épisode et sur le site web du podcast radiocessor.org. Envoy Air, une filiale régionale d'American Airlines opérant sous la marque American Eagle, a confirmé une compromission de données liée à son application Oracle e-Business Suite. L'incident a été révélé après que le groupe d'extorsion Clop a publié sur son site des fuites de données attribuées à American Airlines. Envoy indique avoir immédiatement ouvert une enquête et contacté les forces de l'ordre. La compagnie précise qu'aucune donnée sensible ou client n'a été touchée, mais qu'un volume limité d'informations commerciales ou de contacts professionnels a pu être compromis. Le groupe Clop affirme avoir volé ces données et accuse publiquement la compagnie d'avoir négligé sa sécurité. Cet incident s'inscrit dans une campagne d'exfiltration de données menée depuis août 2025, ciblant des systèmes Oracle e-Business Suite. Les demandes d'extorsion ont commencé à être envoyées en septembre et Oracle a d'abord attribué les compromissions à des vulnérabilités corrigées en juillet avant de confirmer l'exploitation d'une faille 0-day, la CVE 2025-61882. Cette vulnérabilité a été exploitée par Clop, mais en long, en large et en travers, dès le mois d'août pour infiltrer les systèmes et déployer des malwares. Les analyses de CrowdStrike et de Mandiant confirment la chronologie des attaques. Et selon John Hultquist de Google, plusieurs dizaines d'organisations auraient été affectées par cette campagne. Parmi elles figure également l'université de Harvard, qu'on avait déjà parlé sur Radio CSERT, qui a reconnu son impact limité sur l'unité administrative. Et la semaine dernière, Oracle a corrigé discrètement une seconde faille 0-day, la CVE 2025-61884, exploitée dès juillet 2025. Cette vulnérabilité est associée à un exploit divulgué sur Telegram par le groupe Shiny Lapsus Hunters. American Airlines avait déjà subi des fuites de données en 2022 et 2023 concernant des informations sur ses employés. Le groupe Clop est aussi connu sous l'identifiant TA505. Clop, alors c'est le CL0P ou FIN11, et il est actif depuis 2019. On se souvient qu'il avait d'abord diffusé le ransomware CryptoMix avant de se spécialiser dans l'exploitation de 0-day pour le vol de données. Parmi ses campagnes intérieures, on pourrait revenir à celle de 2020 sur Axelion FTA. On avait déjà parlé en 2021 d'une 0-day dans SolarWinds ou de 2023 à GoAnywhere. On avait déjà fait tout cet historique de Clop, c'est leur donner beaucoup de crédit, mais on n'oublie pas, le département d'État américain offre actuellement une récompense de 10 millions de dollars pour toute information reliant les activités du groupe Clop à un gouvernement étranger. Europol annonce le démantèlement d'une infrastructure cybercriminelle internationale baptisée SIM-Cartel. Cette opération a mis fin à un service illégal de location de cartes SIM utilisé dans plus de 3200 affaires de fraude pour un préjudice estimé à 4,5 millions d'euros. Le réseau opérait via deux sites web, gogsms.com et happysim.com, désormais saisis et affichant une bannière à des autorités. L'enquête a permis d'identifier environ 1200 dispositifs de Simbox contenant 40 000 cartes SIM louées à des clients dans plus de 80 pays. Ces numéros permettaient la création et la vérification de comptes en ligne frauduleux, facilitant l'anonymat des auteurs et le contournement des contrôles d'identité. Et selon toujours Europol, cette infrastructure hautement sophistiquée a servi à commettre un large éventail de cybercrimes. Tout ce qu'on appelle le phishing, la fraude à l'investissement, l'usurpation d'identité, l'extorsion de trafic de migrants, des faux sites bancaires, des arnaques WhatsApp de type fille-fils. L'exploitation de ce service aurait permis la création de 49 millions, on parle bien du 49 millions de comptes frauduleux. C'est juste lunaire. Les autorités ont relié quand même 1700 cas en Autriche et 1500 en Lettonie à cette plateforme. Bon, les pertes financières, c'est pas si grand que ça, 4,5 millions d'euros pour l'Autriche et 420 000 euros pour la Lettonie.
Il faut savoir que cette opération SimCartel, menée le 10 octobre 2025, a abouti à 7 arrestations, dont 5 ressortissants lettons, et la saisie de 1200 SimBox actives, plusieurs centaines de milliers de cartes SIM, 5 serveurs, 4 véhicules de luxe, ainsi que 431 000 euros sur des comptes bancaires et 333 000 dollars en crypto-monnaie. L'action conjointe a mobilisé les autorités en Lettonie, en Autriche, en Estonie et en Finlande, et le tout avec la collaboration de la Shadow Server Foundation. Les analyses forensiques des serveurs saisis doivent désormais permettre d'identifier les clients du service. Ça promet. En tout cas, bravo. Une nouvelle vulnérabilité critique a été identifiée dans Apache ActiveMQ NMS AMQP Client, la bibliothèque .NET utilisée pour connecter des applications courtiers de messages AMQP. Alors, c'est référencé sous la CVE 2025 54539. C'est une faille qui va permettre une exécution de code arbitraire à distance. La vulnérabilité affecte toutes les versions jusqu'à la 2.3.0 incluse. Elle résulte d'une désérialisation de données non fiables lors de l'établissement d'une connexion AMQP vers un serveur malveillant. Un acteur distant peut ainsi injecter une payload sérialisée et exécuter du code sur le système client, prenant le contrôle complet de l'environnement d'exécution. C'est une vraie vacherie ce truc. Les mécanismes de protection introduits dans la version 2.1.0 basés sur une liste d'autorisations de désérialisation peuvent être contournés, et la cause fondamentale réside dans l'utilisation persistante de la sérialisation binaire du .NET considérée comme non sécurisée pour des données issues de sources externes. Alors le score CVSS en 3 points, qui a été attribué à cette CVE, à 54 539, il est de 9,8 sur 10, avec des vecteurs suivants. Si on pourrait le dire, c'est AVN, ACL, PRN, UIN, SU, CH, IH ou AH. Je vous recommande fortement la lecture du bulletin. À l'audio, c'est pas évident, mais il faut savoir que cette exploitation ne nécessite, je répète bien, et haut et fort, aucun privilège ni interaction d'utilisateur. Et elle compromet la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du système affecté. Un scénario typique d'attaque consiste à faire établir au client une connexion vers le broker AMQP compromis. On va déclencher immédiatement l'exécution du code injecté, et la faille ne peut être corrigée que dans la version 2.4.0 qui supprime ou sécurise le mécanisme de désérialisation vulnérable. Les environnements encore sous version 2.3.0 ou antérieure restent vraiment exposés. J'ai testé dans une sandbox, c'est une vraie saloperie le truc. Ça marche, mais comme on dit, c'est papa dans maman. Donc la migration vers la version 2.4.0 ultérieure est indispensable. Vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch, mais on regarde quand même les effets de bord. Ce que l'on peut constater, c'est que les connexions à des serveurs AMQP non fiables peuvent être interdites et la communication sécurisée par un TLS mutuel ou des listes blanches de brokers. Les développeurs sont également invités à abandonner définitivement la sérialisation binaire .NET, désormais dépréciée dans .NET 9. À lire. Alors, des chercheurs signalent une campagne malveillante exploitant des vidéos TikTok. J'ai vraiment hésité longuement avant de mettre cet article, mais ouais, la vulnérabilité et la faille, elle est terrible. C'est des vidéos qui promettent des activations gratuites et incitent à exécuter en administrateur via une commande PowerShell, une commande IEX, suivie de paramètres. Et cette commande va télécharger un script PowerShell, puis va récupérer une seconde payload qu'on appelle un updater.exe. C'est comme ça que vous allez le voir arriver sur votre équipement. L'updater.exe est identifié comme le malware Eurostealer, conçu pour collecter des informations sensibles. Ils vont assurer la persistance par des tâches planifiées, se faisant passer pour des services légitimes. Par exemple, on voit du Microsoft Edge Update Task Machine Core, du Google Update Task Machine Core ou du Adobe Update Task, voire du Windows Update Check. Et il y a un troisième binaire, c'est ce que j'appelle la fusée à 3 étages. Ce troisième binaire va mettre en œuvre une autocompilation. Le malware appelle le compilateur C# csc.exe situé dans Windows Microsoft.NET Framework 64 V4 30319. Et le code compilé utilise les API de Windows, les virtual alloc, les create thread, les waiting for single object pour allouer de la mémoire, injecter du shellcode et exécuter le payload entièrement mémoire. Franchement, à analyser, ça a été du pur bonheur. Cette chaîne d'infection combine ingénierie sociale,
Donc c'est via du TikTok, exécution PowerShell et compilation à la volée pour éviter la présence d'un binaire malveillant permanent du disque. Bref, c'est à lire. C'est pas une nouveauté, je trouve ça très intéressant qu'ils vont utiliser les médias sociaux qui sont du consommable que vous êtes en train de slider. Et si vous voulez activer un logiciel que vous avez toujours eu envie, ou vous dites tiens, je suis bloqué là-dessus, j'aimerais bien avoir telle chose, et là ils vont profiter quand vous faisant exécuter des commandes administrateurs, ils vont vous poncer, mais grave, comme on dit, en long, en large et en travers, quoi. Mais après, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Brian Krebs nous remonte que Zendesk a été utilisé cette semaine pour inonder des boîtes mail par des notifications de tickets créées en masse. Krebs on Security a reçu des milliers de messages rapides envoyés au nom de clients Zendesk tels que Capcom, Contia, Discord, Gmac, NordVPN, The Washington Post et ainsi que, c'est pas un 1er avril, hein, mais on est vendredi, Tinder. Brian Krebs reçoit des messages de Tinder. Il faudra qu'on ait une discussion, Brian. Donc tous ces messages portent des sujets choisis par les abuseurs, incluant des mises en cause et des insultes, et les courriels provenaient des domaines de clients Zendesk avec des champs reply to montrant par exemple help@washingtonpost.com. Le comportement qui a exploité ces instances Zendesk configurées pour accepter des tickets anonymes sans aucune vérification préalable de l'adresse de l'expéditeur. Caroline Kaumans, directrice de la communication chez Zendesk, a confirmé que certains clients utilisaient volontairement un workflow anonyme et que cela permet l'envoi de notifications basées sur l'adresse fournie par le créateur du ticket. Zendesk affirme appliquer des limites de taux mais reconnaît que son système a été leveraged. Alors, un mot, il a été compromis de façon distribuée contre la cible et déclare enquêter sur des mesures préventives supplémentaires. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un développement métier et on dit que c'est une feature. Donc n'importe qui peut envoyer des mails. L'abus a permis d'acheminer un volume élevé de notifications depuis des comptes clients, exploitant des règles d'autoréponse configurées sur création de tickets. Bref, si vous utilisez Zendesk, vérifiez vos paramètres. Cinq personnes ont été arrêtées en France entre février et juin 2025 dans le cadre de l'affaire Bridge Forum, la plateforme de revente et de diffusion de données compromises. Parmi elles figurent plusieurs individus soupçonnés d'incarner les pseudonymes Intel Broker, Shiny Hunter, Holo, Noct ou Depressed. L'avocat Juan Branco a décrit ses clients comme des personnes fragiles, souffrant pour certains de troubles psychiques sévères ou de syndrome autistique, soulignant leur isolement social et leur recours au hacking comme forme de lien social. Il cite notamment un mis en cause dormant à même le sol depuis plusieurs mois ou un autre n'ayant pas quitté sa chambre depuis près de 10 ans. D'autres avocats, dont Julian Rollins, adoptent une lecture différente. L'un de leurs clients, âgé de 21 ans et résidant à La Réunion, aurait agi par jeu et pour le challenge. Selon la défense, ces jeunes présentaient un mélange d'immaturité et de compétences techniques sans aucune intention d'enrichissement. Leur motivation principale aurait été de tester la sécurité de grandes entreprises disposant de moyens importants pour se protéger. Et malgré ces arrestations, Bridge Forum a refait surface fin juillet 2025 sous une nouvelle direction, se présentant comme distincte des personnes interpellées. Cette réapparition a d'abord suscité des soupçons d'opérations d'infiltration avant que la BL2C et le FBI ne procèdent à un nouveau démantèlement du site. Bref, c'est un article qui vient de chez ZDNet. Je vous cache pas, celui-là j'ai vraiment hésité, je me suis dit c'est pas possible. En un mot, ils sont pas responsables. On est dans une génération où on l'a été piraté, je suis pas sorti de ma chambre depuis 10 ans, je pense que tes parents sont plus que cool, parce que 10 ans sans que tu sortes de ta chambre, vous vous rendez compte, 10 ans sans prendre une douche, même sans aller aux toilettes. Non, mais c'est pour ça, ça tient pas à leur défense, elle est juste bidon, quoi. Pardon. Nous nous trouvons devant des jeunes qui ont besoin d'un recadrage. On devrait peut-être remettre le service militaire. En fin de compte, c'était pas si naze que ça. Et voilà, cet épisode du vendredi 17 octobre se termine sur du grand n'importe quoi. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 et pour les plus timides par email sur radiocessort@gmail.com. Moi, c'est promis, je sors de ma chambre tous les matins. D'ici là, on se retrouve demain pour un nouvel épisode et la sortie des newsletters. Ouais, faut vraiment que je dorme. D'ici... Ah oui. Hop. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. Au revoir.